14 juin 1940, 7h23 du matin. Quelque part dans le nord de la France, le colonel français Pierre Dubois est assis dans son poste de commandement. Il fixe une carte. Devant lui, des marques rouges, des panzers allemands, partout. Il y a 12 minutes, il a reçu un rapport, des panzers allemands à 8 km à l'est de sa position. Il y a 7 minutes, un coursier lui a signalé des panzers allemands à 6 km au sud. Il y a 3 minutes, un message radio. Les panzers allemands à 10 km au nord. Pierre ne comprend pas. Comment 3 unités blindées distinctes peuvent-elles se déplacer avec une telle précision? Comment peuvent-elles se coordonner avec une telle perfection? C'est comme si elles communiquaient en temps réel. À 7h31, sa ligne de défense s'effondre. 3 pointes blindées allemandes frappent simultanément, venant de 3 directions différentes, parfaitement synchronisées. Pierre ne saura jamais ce qu'il a vaincu, mais il avait raison. Il communiquait, par radio, avec un système qui allait changer la guerre moderne à jamais. Le poste émetteur-récepteur FUG-10. Et 5 ans plus tard, des ingénieurs soviétiques à Berlin chercheront désespérément cet appareil, parce qu'ils avaient enfin compris. Sans ce système, la guerre éclair aurait été impossible. Voici l'histoire de la façon dont la technologie radio allemande a révolutionné la guerre et comment l'Union soviétique a passé des années à essayer de la copier. 10 mai 1940, 5h35 du matin. L'opération jaune commence. 7,5 millions de soldats attendent des ordres. 2445 panzers allemands roulent vers l'ouest. Mais ce n'est pas là. La révolution, c'est que presque chacun de ces panzers est équipé d'un poste émetteur-récepteur. Laissez ce chiffre vous imprégner. En 1940, la Wehrmacht avait équipé plus de 90% de ses chars de combat avec du matériel radio. L'armée française, moins de 20%. L'armée rouge, moins de 10%. Heinz Guderian avait une vision simple en 1934. Les panzers sans radio sont sourds et muets. Ils ne peuvent pas se coordonner, pas réagir, pas gagner. Et il avait raison. Le FUG-10 n'était pas un simple poste radio. C'était un système de communication complet, développé par Telefunken et Lorenz. Entre 1936 et 1938, émetteur 10 WSC, puissance 10 watts, portée véhicule à véhicule 3 à 5 km en mouvement, 8 à 12 km à l'arrêt, gamme de fréquence 27,2 à 33,3 MHz ondes courtes, lampe RV 12P2000, RS 237. Récepteur 10 WEC, principe super hétérodyne, fréquence intermédiaire 4,5 MHz, sensibilité exceptionnelle pour l'époque, filtrage avancé pour la suppression des interférences, poids total 28 kg, transportable par 2 hommes. Tension de fonctionnement 12 V, réseau de bord ou accumulateur 2 V, antenne fouet 2 mètres ou antenne filaire. Mais les chiffres ne racontent que la moitié de l'histoire. La vraie révolution était la communication en temps réel. Entre les unités mobiles, le colonel Dubois en France se battait avec un système du 19e siècle. Courrier, lignes téléphoniques, signaux par drapeau. Ces ordres mettaient des heures à atteindre le front. Le général Heinz Guderian, dans son char de commandement, avait un appareil FUG-5 à longue portée et pouvait parler directement à ses 3 divisions blindées. Ses ordres atteignaient ses commandants. En quelques secondes, ce n'était pas une supériorité tactique. C'était un siècle de guerre, complètement différent. 22 juin 1941, 4h15 du matin. Opération Barbarossa. Le général d'armée Dmitri Pavlov commande le front occidental de l'armée rouge. 44 divisions, 2900 panzers. Il se sent prêt à 9h du matin le même jour. Il ne l'est plus. Les unités blindées allemandes se déplacent avec une précision qu'il ne peut pas expliquer. Elles changent de direction simultanément.
Elles concentrent leurs forces en quelques minutes, et non en quelques heures. Elles contournent ses défenses, comme si elles avaient des renseignements en temps réel sur ses mouvements. Les panzers de Pavlov, principalement des T-26 et des BT-7, n'ont pas de poste émetteur-récepteur, seulement des ordres de commandement par drapeau ou par signal manuel. Ces commandants doivent sortir de leur panzer pour recevoir des ordres, ou ils conduisent jusqu'au poste de commandement. Cela prend du temps. Et dans la guerre éclair, le temps, c'est la vie. Pavlov est relevé de son commandement le 28 juin 1941. Il est abattu le 22 juillet 1941, officiellement, pour lâcheté et sabotage. Mais la vraie raison était plus simple. Il se battait avec la technologie de 1918 contre la technologie de 1938. Son successeur, le général Andreï Eremenko, écrira plus tard dans ses mémoires: « Nous ne comprenions pas comment les panzers allemands pouvaient se déplacer de manière si coordonnée. Ce n'est qu'après Koursk en 1943 que nous avons appris que chaque panzer allemand avait un poste émetteur-récepteur. Chacun, nos commandants en avaient un. Si tant est qu'ils en aient, ce n'était pas une exagération. En 1941, les brigades de panzer soviétiques avaient généralement un poste émetteur-récepteur au quartier général de la brigade. Un poste émetteur-récepteur par bataillon, si disponible. 0 poste émetteur-récepteur dans les panzers individuels. Les divisions blindées allemandes avaient des postes émetteurs-récepteurs dans chaque panzer, Fugé 5 ou Fugé 10, des appareils longues portées supplémentaires dans les panzers de commandement, liaison radio avec la Luftwaffe pour l'appui aérien rapproché. Le résultat, les commandants allemands contrôlaient leurs unités en temps réel. Les commandants soviétiques espéraient que leurs subordonnés suivraient encore les ordres initiaux. Passons aux aspects techniques, parce que c'est là que réside le véritable choc. Le Fugé 10 n'était pas seulement une radio, c'était un système. Émetteur 10 WSC, Telefunken a développé cet émetteur avec une fréquence contrôlée par quartz. Cela signifiait une communication stable et prévisible. Les émetteurs soviétiques, lorsqu'ils existaient, utilisaient souvent des oscillateurs auto-entretenus, sujets à la dérive et aux interférences. Récepteur 10 WEC. Le principe super-hétérodyne, développé dans les années 1920 et perfectionné par Lorenz, permettait une haute sensibilité. Les récepteurs soviétiques, et comme le 71 TK3, utilisaient souvent des récepteurs à amplification directe plus anciens, moins sensibles, plus sujets aux interférences. Convertisseur U10-50 convertissait la tension de bord de 12V en les 300V nécessaires pour les lampes. Efficace, fiable. Les équivalents soviétiques étaient souvent plus grands, plus lourds, moins fiables. Microphone laryngien. Les opérateurs radio allemands utilisaient des microphones laryngiens, qui fonctionnaient même avec le bruit extrême des panzers. Les opérateurs radio soviétiques, lorsqu'ils utilisaient une radio, utilisaient souvent des microphones à main, inutilisables dans le bruit du combat. Les chiffres de production parlent d'eux-mêmes. Production du Fugé 10 de 1939 à 1945, estimée à plus de 250 000 unités produites. Principaux fabricants: Telefunken, Lorenz, TECAD. Coût de production: 800 à 1200 Reichsmark par unité. Postes émetteurs-récepteurs soviétiques de 1939 à 1941. 71 TK3, environ 20 000 unités produites. 9R, environ 15 000 unités produites. Problème principal: pénurie de tubes, composants peu fiables. Le rapport: pour chaque panzer soviétique équipé d'une radio, il y avait 7 à 10 panzers allemands équipés d'une radio. Mais pourquoi cette différence? 3 facteurs. Différence doctrinale. La théorie des panzers allemands, Guderian, Thomas, était basée sur une guerre mobile et décentralisée. Cela exige de la communication. La théorie soviétique, opération en profondeur,
Tukhachevski, était basé sur une planification massive et centralisée. La communication était souhaitable, mais pas essentielle. Capacité industrielle. En 1939, l'Allemagne possédait l'une des industries électroniques les plus avancées au monde. Telefunken, Lorenz, Siemens, des références mondiales. L'Union soviétique, elle, avait une industrie lourde, massive, mais l'électronique de précision, très en retard. La production de tubes était limitée. La qualité, inconstante. Priorité. L'Allemagne avait priorisé la technologie radio depuis le milieu des années 1930. Elle était une partie intégrante de la force blindée. L'Union soviétique priorisait la masse. En 1940, elle possédait plus de chars que l'Allemagne, l'Italie et le Japon, tous ensemble. Mais la qualité, l'équipement, l'entraînement, secondaire, Koursk, juillet 1943. La plus grande bataille de chars de l'histoire. Les unités blindées allemandes, malgré une infériorité numérique, se coordonnent avec une précision extrême. Les défenseurs soviétiques, malgré des effectifs supérieurs, réagissent lentement. Le maréchal Georgi Zhukov écrira plus tard. Les Allemands se déplaçaient comme un essaim d'abeilles. Chacun savait où était l'autre. Nos chars se déplaçaient comme des géants aveugles. Chacun espérait que ses camarades étaient encore dans les parages. Ce n'est pas une métaphore. Les commandants de chars allemands pouvaient en temps réel signaler les positions ennemies, demander des renforts, coordonner une retraite, synchroniser des attaques de flanc. Les commandants de chars soviétiques pouvaient suivre leur vecteur d'attaque initial, réagir aux signaux visuels, espérer. La différence était palpable. Les unités blindées allemandes atteignaient une vitesse opérationnelle 2 à 3 fois supérieure à celle de leurs équivalents soviétiques. Non pas parce que leurs chars étaient plus rapides, mais parce que leurs décisions étaient plus rapides. Berlin, mai 1945, des équipes d'ingénieurs soviétiques passent au peigne fin les usines allemandes. Ils ne cherchent pas des fusées V2 ou des chasseurs à réaction Me-262. Ils cherchent des postes émetteurs-récepteurs. Le colonel-ingénieur Alexei Gordeev dirige une équipe de 40 spécialistes. Leur mission, tout trouver. Chaque poste émetteur-récepteur, chaque schéma, chaque ingénieur qui a travaillé dessus. Tout, dans les ruines des usines Telefunken à Berlin-Tempelhof, ils trouvent 847 postes FUG-10 de différentes versions, 231 appareils longue portée FUG-5, 2340 tubes de rechange, 67 schémas complets. 14 ingénieurs de Telefunken qui acceptent de venir volontairement en URSS. C'est le début de l'opération Kommunikatsiya, un programme secret de réplication systématique de la technologie radio allemande. Le programme se déroule de 1945 à 1952. Budget classifié. Priorité maximale. Dans le laboratoire OKB 587 près de Moscou, des ingénieurs soviétiques démontent systématiquement des postes radio allemands. Ils constatent durée de vie des tubes. 2000-3000 heures de fonctionnement pour les RV-12 P2000 allemands, contre 500-800 heures pour les équivalents soviétiques. Précision des composants. Les condensateurs allemands maintiennent des tolérances de plus 2%, soviétiques, plus 10-15%. Étanchéité du boîtier. Les appareils allemands fonctionnaient de manière fiable, entre 40 degrés et plus 160 degrés. Soviétiques. Pas vraiment. Le problème n'était pas la conception. Le problème était la fabrication. L'Allemagne avait des décennies d'expérience dans l'électronique de précision. L'URSS avait de l'enthousiasme. L'ingénieur Nikolai Petrov, qui a travaillé sur le projet, écrira plus tard « Nous pouvions copier les schémas, nous pouvions reproduire la conception, mais nous ne pouvions pas atteindre les normes de production allemandes. Pas immédiatement. La réponse soviétique, le poste radio R105, c'était un clone direct du Fuge 10,
presque identiques. Avec quelques ajustements. Spécification du R105, gamme de fréquence 28,0, 36,5 MHz, légèrement étendue, puissance 8-10 watts, portée 3 à 8 km légèrement inférieure, poids 32 kg plus lourd, tube équivalent soviétique 6P6S au lieu de RV 12P2000. La production a commencé en 1947. Fabricant principal, usine Nerol 203 à Kazan. Objectif de production, 50 000 unités d'ici 1950. Production réelle, environ 32 000 unités d'ici 1952. Pourquoi cet écart? Les tubes. Toujours les tubes. Les usines soviétiques de tubes ne pouvaient pas fournir constamment la qualité requise. Les taux de défaillance étaient 3 à 5 fois plus élevés que ceux des originaux allemands. Mais ça a marché. En quelque sorte, à partir de 1948, les chars T-54 soviétiques ont reçu en standard des postes radio R105 ou R113 améliorés. L'armée rouge a finalement commencé à communiquer comme la Wehrmacht de 1940, seulement 8 ans trop tard. Le Fuji-10 n'a pas seulement eu une influence militaire, il a révolutionné la technologie des communications militaire soviétique, R-105 en 1947, clone direct du Fuji-10, R-113 en 1949, successeur amélioré, R-123 en 1954, version transistorisée, R-173 en 1967, entièrement modernisé, tous basés sur les principes du Fuji-10, application civile. Après 1945, des ingénieurs allemands sont partis volontairement ou non dans le monde entier. L'ingénieur de Telefunken, le docteur Wilhelm Runge, a travaillé en URSS de 1946 à 1952 sur le développement de la radio. L'ingénieur de Lorenz, Hans Schreiber, est allé en France en 1947, a travaillé sur les premiers systèmes de radio FM. Le savoir s'est répandu. Communication moderne. Le principe super-hétérodyne du récepteur Fuji-10. Standard dans toute radio aujourd'hui. La stabilisation de la fréquence par contrôle de cristal, base des systèmes radio modernes. L'intégration de l'émetteur, du récepteur et de l'alimentation électrique dans un système compact, fondement de tous les postes radio militaires modernes, mais n'oublions pas les hommes. Hans Weber, 2e division de Panzer. Hans a survécu à la guerre. En 1947, en captivité soviétique, il a été emmené dans un laboratoire de communication soviétique. Ils m'ont montré des appareils, se souvient-il plus tard. Nos appareils, Fuji-10, Fuji-5, ils ont demandé « Comment fonctionnent-ils? Comment les répare-t-on? Comment les améliorer ?» Hans a enseigné aux techniciens soviétiques pendant 8 mois. En 1948, il a été libéré en Allemagne. Il a travaillé chez Telefunken jusqu'en 1975, sur des postes radio. Ivan Kozlov, 5e armée blindée de la garde. Ivan a combattu de 1943 à 1945. Il était l'un des rares opérateurs radio de chars soviétiques avec une formation adéquate. En 1943, a-t-il déclaré dans une interview en 1987, « Nous avions un poste radio pour 5 chars. Si nous avions de la chance, en 1944, c'était 1 pour 3 chars. En 1945, 1 pour 2 chars. Mais même alors, nos appareils étaient problématiques. La portée était courte. La fiabilité était discutable. Nous savions que les Allemands avaient le mieux. Après la guerre, quand j'ai vu les postes radio allemands capturés, j'ai compris. Ils n'étaient là pas seulement supérieurs en nombre. Ils étaient technologiquement dans un autre monde. Laissez-moi vous montrer quelque chose de remarquable. Documents militaires soviétiques déclassifiés en 1998. Rapport de l'état-major général. Novembre 1945. L'équipement radio des troupes blindées allemandes était supérieur au nôtre dans tous les aspects. Portée, fiabilité, facilité d'utilisation. La réplication complète de ces systèmes devrait être la priorité absolue. Rapport du ministère de la Défense, mars 1947. Malgré des efforts considérables, nous ne pouvons pas atteindre entièrement la qualité des postes radio allemands.
La qualité des composants reste problématique. Des recherches supplémentaires sont nécessaires. Rapport du ministère de l'Armement, juillet 1950. La production du R-105 est en cours, mais les taux de défaillance restent 2 à 3 fois plus élevés que ceux des modèles allemands originaux. La qualité des tubes électroniques est le problème principal. Ceci n'est pas de la propagande, ce sont des rapports internes, classifiés. L'Union soviétique, une superpuissance aux ressources illimitées, a mis 5 à 7 ans pour répliquer la technologie radio allemande de 1938. Et même dans ce cas, ce n'était pas tout à fait la même chose. Aujourd'hui, en 2025, les radios militaires modernes utilisent des technologies qui découlent directement des principes du FUG-10. Saut de fréquence. Le FUG-10 utilisait des fréquences fixes. Mais le concept de changement de fréquence rapide, développé pour les modèles fugés ultérieurs, est la base de la communication moderne à l'épreuve de l'écoute clandestine. Intégration compacte, émetteur, récepteur, alimentation électrique dans un seul boîtier, un concept du fugé 10. Aujourd'hui, c'est la norme. Réseau mobile, l'idée que chaque véhicule est un nœud de communication, doctrine du fugé 10. Aujourd'hui, c'est la base de tous les réseaux militaires modernes. Philosophie de production, l'accent allemand sur la qualité, plutôt que sur la quantité pour l'électronique critique. Aujourd'hui, c'est une pratique exemplaire reconnue. Cette histoire ne parle pas seulement de radio, elle parle du plan invisible de la guerre. Nous voyons des chars, nous voyons des canons, nous voyons des avions, mais nous ne voyons pas les ondes radio, les ordres, la coordination. Le fugé 10 était la voix de la guerre éclair. Sans lui, les chars allemands n'auraient été que des boîtes de métal, puissantes, mais sourdes. Avec lui, ils sont devenus un organisme. L'Union soviétique l'a compris. Après 1945, elle a commencé, désespérément, à rattraper son retard, et elle l'a fait, finalement. Mais l'avance que l'Allemagne avait entre 1938 et 1945 était mesurable, et elle a décidé de bataille. Si ce sujet vous fascine, il existe un moyen de soutenir cette chaîne, YouTube Super Thanks. C'est un petit geste, mais il signifie beaucoup. Il dit « Cette histoire est importante. Continuez à raconter, et je vais le faire. » Parce que ces histoires sur la technologie, sur l'ingénierie, sur le génie humain dans le contexte le plus sombre, ne doivent pas être oubliées. Permettez-moi de conclure par une réflexion. Le Fugé 10 n'était pas la meilleure radio jamais construite. Les systèmes ultérieurs étaient meilleurs, mais c'était le bon appareil, au bon moment. Il a permis une nouvelle façon de faire la guerre. Il a rendu la guerre éclair possible. Et après la guerre, tout le monde a reconnu, vainqueur comme vaincu, que la communication n'était plus une option, elle était essentielle. L'armée rouge de 1941 combattait avec des chars, mais sans voix. L'armée rouge de 1948 combattait avec des chars. Était une voix copiée sur les maîtres allemands. Ce n'est pas un compliment, c'est un fait historique. L'ingénierie allemande a établi des normes. Le monde a suivi. Permettez-moi de conclure avec une clarté absolue. Fugé 10 Allemagne, 1938-1945. Déploiement 250 000 plus unités. Portée fiable 8-12 km en stationnaire. Durée de vie des tubes 2000-3000 heures. Température de fonctionnement 40 degrés C à plus 60 degrés. Taux de défaillance estimé à environ 5-8%. Coût de production 801-200 Reichsmarks. Temps de développement 1936-1938, 2 ans. R-105 URSS 1947-1952, déploiement 32 000 unités. Portée fiable 5-8 km en stationnaire. Durée de vie des tubes 801-200 heures. Température de fonctionnement 30 degrés C à plus 50 degrés C. Taux de défaillance environ 15-20%.
Coût de production classifié mais plus élevé, temps de développement 1945-1947, 2 ans d'ingénierie inverse. Les chiffres parlent. L'Allemagne a développé ce système à partir de zéro en 2 ans. L'URSS a eu besoin de 2 ans pour le copier et n'a pas atteint la même qualité. C'est la différence entre l'innovation et l'imitation. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans cette histoire? La supériorité technique du Fu-G10, les efforts soviétiques désespérés pour le copier, le fait que la communication a changé le cours de la guerre, ou avez-vous des histoires de famille? Est-ce que quelqu'un connaissait des opérateurs radio du côté allemand ou allié? Partagez votre perspective dans les commentaires. Ces histoires ne vivent que si nous nous souvenons et si nous en discutons.